Alors, on passe au show. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde de la pause. Donc, maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Andrea Pert. Andrea est la responsable nationale de la santé et sécurité de l'Alliance la fonction publique du Canada. Et puis, elle était précédemment responsable de l'environnement et la sécurité pendant une décennie. Andrea Pert est responsable de 6 groupes techniques, le comité conjoint, ainsi que le comité santé-sécurité, ainsi que le comité santé-sécurité de l'NGC. Avant, Andrea était présidente du réseau de l'action climatique et puis coprésidente et cofondatrice de Green, du réseau économique vert. Elle était également gouverneure du comité de santé et sécurité du Canada et puis du groupe CSA et puis ancienne vice-présidente du comité de la sécurité alimentaire du Canada. Avant de commencer son travail en tant que syndicaliste, Andrea Pert menait des consultations et puis elle était organisatrice au niveau du Parti fédéral et démocratique du Canada. Et elle travaille également avec le groupe du CRA du Canada. Avec cette connaissance et cette expérience, j'aimerais vous inviter à m'accompagner à souhaiter la bienvenue à Andrea sur ce podium. Merci. Alors, salut tout le monde. Alors, c'était une introduction plutôt longue. Je m'excuse pour ça. Aujourd'hui, on va avoir un topo assez sérieux suite à l'entrée très, très chaleureuse et très, très comique de celle qui m'a précédé, donc de Shelina. Donc, on va parler des comités santé-sécurité et puis on va parler des systèmes de gestion de sécurité. Alors, qui ici travaille pour le secteur public, privé plutôt, privé, pour un employeur privé? Donc, levez les mains, montrez-moi de vraies mains. Alors, parfait. Alors, certains d'entre vous qui travaillent avec TBS2, donc, qui travaille pour une entreprise de transport du secteur privé, comme un aéroport, par exemple? Alors, qui a un système de gestion de la sécurité dans leur milieu de travail? Alors, regardez autour de vous, ça fait beaucoup de mains, hein? Alors, les systèmes de gestion de la sécurité peuvent être assez impressionnants des fois. Si vous avez une blessure, par exemple, vous allez à tel endroit, il y a comme un menu déroulant, et puis on vous dit, OK, si c'est votre coude gauche, et puis c'est tellement intense, et puis est-ce que c'est facile à utiliser, c'est ça? Donc là, est-ce que je travaille des deux côtés? Est-ce que les diapos dans les deux langues s'affichent? Oui. Malheureusement, est-ce que je peux bien voir celui-là parce que j'arrive pas à le lire d'ici? En tout cas, je vais donc me rapprocher. Bon, en tout cas, je vais me marrer sur cet petit incident plus tard. Donc, je pense que je vais me placer là pour mieux voir l'écran. Alors, pour commencer, on va parler du système de responsabilité interne. Donc, le Code du travail du Canada, partie 2, et les changements qui y ont été apportés ont été rédigés de façon à tenir compte du concept du système de responsabilité interne. Donc, prochaine disposition, excusez-moi, ça marche pas mon affaire aujourd'hui. Euh, donc, le système dans le système de responsabilité interne, nous le savons, si l'employeur fait quelque chose de ridicule, vous n'avez pas juste à appeler le programme du travail et puis dire chez mon employeur, il y a de l'eau partout au sol et puis il y a des fuites du plafond. Donc, la première chose que vous faites, c'est d'informer votre superviseur immédiat qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et donc, bien entendu, on contacte l'employeur au cas où il y a un problème. On leur laisse le temps de réagir. Et s'ils ne réagissent pas ou n'interviennent pas de manière appropriée, à ce moment, vous pouvez appeler le programme d'emploi de travail. Donc, cela change le rôle du programme de travail. Donc, si je vois un feu, par exemple, si ma maison est en feu, j'appelle le 911 et puis les sapeurs vont arriver à ma rescousse. Donc là, nous n'avons pas les sapeurs pour nous. Donc là, même si l'employeur n'est pas à la même page que nous, lorsque le responsable santé-sécurité vient du programme
de travail, il va demander qui est le membre de la FPC. Ils vont peut-être agir comme les sapeurs-pompiers. Ils ne vont pas vous donner un ticket de 50 000 pour votre responsabilité dans ce feu. Ils vont agir plus comme plus comme un informateur. Ils vont demander, ah, alors, est-ce que vous saviez que c'était ça la règle? On va vous aider. Et puis, ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons en tant qu'employés. Et je pense que des fois, les employeurs peuvent agir de manière assez bizarre parce qu'ils savent que ils vont pas être réprimandés. Au pire des cas, on va peut-être leur donner un rappel amical ou très cordial. Mais le rôle de l'inspecteur santé-sécurité est juste d'aller chercher ces changements-là. Donc, si on veut vraiment apporter du changement, on le fait en interne. Donc, malgré le fait de le faire en interne et d'avoir cette discussion au niveau de nos comités de politique, en réalité, nous ne décidons de rien. C'est le milieu de travail de l'employeur. Donc, si l'employeur veut le faire, il va le faire. Il va, dans le cadre de la convention collective, le faire. Donc, mais c'est eux qui prennent la décision finale. Donc, notre rôle au sein de ces comités, c'est de faire des recommandations. Mais c'est un rôle ô combien important parce que nous avons toute l'information dont nous avons besoin pour dire à l'employeur, mais écoutez, cette eau qui coule au sol, c'est important parce que quelqu'un peut glisser et tomber. Ben, vous pouvez voir, par exemple, le plafond, il y a une fuite d'eau. On doit trouver quelqu'un pour réparer ça. Et donc, ça, c'est très important. Alors, l'employeur, c'est à lui que revient le dernier mot. Mais notre rôle est tout aussi important. Donc, résumé rapide. Donc, le système de responsabilité interne pour le rendement du travail n'est pas explicitement cité dans la partie 2 du Code du travail canadien. Il s'agit plutôt de l'approche à la santé et de sécurité qui a été établie par le Ontario Report of the Royal Commission on the Health and Safety of Workers. Donc, ça vient de la Saskatchewan également, cette notion qui explique pourquoi est-ce que nous avons ces appels à l'aide d'urgence, parce que nous connaissons, l'employeur connaît les responsabilités, il connaît les problèmes et il peut les régler. Donc, il y avait eu également la commission Ham, par James Ham, qui avait mis en place les principes et les éléments centraux qui régissent les législations fédérales et provinciales en matière de santé et sécurité au Canada. Donc là, voilà ce que nous avons dans chaque juridiction au Canada, donc un système de responsabilité interne. Donc, il y a des limitations à cela. Donc, c'est très limité. Vous parlez à votre employeur de ces problèmes, mais ces problèmes-là pourraient se produire dans d'autres milieux de travail, dans d'autres secteurs. Il pourrait y avoir quelqu'un ici où à chacune des tables, vous pouvez identifier des problèmes de santé et sécurité, mais vous ne les adressez pas de manière simultanée. Vous prenez un problème après l'autre et puis vous discutez avec l'employeur. Deuxièmement, vous devez jouer le jeu avec l'employeur avant de pouvoir ramener un agent. Donc, si je soumets un 1.27.1 qui est un fichier de plainte, par exemple, je ne peux pas appeler l'agent directement. Je dois laisser du temps à l'employeur de répondre dépendamment de la sévérité ou du caractère sérieux de la plainte, mais lui donner peut-être 10 jours. Peut-être que ces 10 jours-là, vous pourriez avoir une réponse tellement ridicule de l'employeur et ça peut être assez frustrant, mais jouez le jeu. Et le troisième point, vous devez avoir des discussions assez raisonnables avec l'employeur pour arriver à des résultats raisonnables et puis avoir le comité d'employeurs. Et puis, des gens vont demander, par exemple, mais qu'est-ce qui se passe si l'employeur dit non à chaque fois, s'il dit quasiment non à toutes nos demandes? Nous avons toujours du pouvoir, nous pouvons faire des recommandations, nous pouvons, mais s'il continue de ne pas respecter, de ne pas se conformer, à ce moment, vous pouvez appeler l'agent pour qu'il puisse justement leur servir ce rappel amical. Et puis nous, en tant que syndicat, on pourrait faire le suivi. Alors, les limites du système interne de responsabilité, c'est que les gens ont adopté ce qu'ils appellent la théorie de l'Université de Harvard sur la rentabilité des blessures, donc plutôt que le principe de précaution de la SST. Donc, pour eux, il est acceptable et moins cher d'avoir un niveau de blessure où les coûts des blessures sont contrebalancés par ceux de la rectification des conditions qui peuvent arriver. Donc, et ce n'est pas dans tous les cas, bien entendu. Donc, dans le code,
il est mentionné tout simplement que s'il y a un danger, ce danger doit être enlevé. On doit rendre l'environnement sécuritaire. Mais le code ne dit pas que, en fait, si quelqu'un a peu de chances de se blesser un tout petit peu, il y a des chances qu'on puisse sauver de l'argent. Donc voilà une limitation qui pourrait affecter le système de responsabilité interne. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc par exemple, si l'employeur suggère, je peux vous donner des exemples. Je vais donner un exemple juste pour vous faire peur, OK? Donc, pendant un certain temps, par exemple, les assistants de Air Canada se brûlaient les mains au niveau des petits feux. Dans les vols, il y avait toujours des petits feux parce que la machine à café prenait feu. Et donc, parce que cela avait tendance à se produire sur les grands Airbus qui volaient de longue distance, donc très rarement à cause de leur tendance de travail. Très peu de ces assistants de vol travaillaient le jour suivant. Cela ne signifie pas qu'ils n'avaient pas de blessures. Donc, mais comment est-ce que c'est humainement possible que quelqu'un pourrait suggérer qu'un feu sur un vol, sur un avion ne soit pas un danger? Donc, voilà. En tout cas, il ne règle pas le problème. Il n'avait pas réglé le problème. Donc, il y avait eu incendie après incendie, donc brûlure après brûlure, tout simplement parce qu'en fait, ils avaient fait une analyse des coûts et ils s'étaient rendu compte qu'il était moins coûteux pour eux de laisser les employés se faire brûler les mains sur ces vols, tout simplement parce qu'il était moins coûteux pour eux plutôt que de régler le problème. Donc, ça pourrait être ça, le résultat d'une telle analyse. Et on devrait garder tout cela à l'œil. On ne devrait pas laisser cela passer. Pourquoi? Parce qu'on a des données sur les blessures. Donc, on peut les tenir responsables. Et puis, en tout cas, j'irai certainement passer ma colère sur le syndicat qui avait permis que tout cela se produise. Donc, on va continuer à leur marteler cela, à leur rappeler qu'il y a des employés qui se blessent avec la machine à café, que vraiment, il ne devrait pas avoir d'incendie pour commencer sur un vol. Et puis, les employés ne devraient pas se brûler la main à chaque fois qu'ils touchent la machine à café. Donc, le point le plus important en ce qui concerne les limites du système de responsabilité interne, c'est que alors que les deux parties peuvent être considérées comme étant égales à la table de comité, c'est l'employeur qui dispose du contrôle total sur tous les aspects du travail. Combien d'entre vous siègent au sein de ces comités ou au comité de politique? Je vois les mains levées. Levez les mains, franchement, pour que je puisse voir vos mains. Ben, sachez, je suis sous la lumière. Vous êtes un peu dans le coin sombre de la salle, donc je vois pas bien. Donc, les employés autour de la table, vous n'êtes pas au même pied d'égalité que pendant ces discussions-là. Mais c'est le cas pour nos comités. Mais quand vous quittez la table, c'est l'employeur qui décide si oui ou non il va mettre en place, appliquer les résolutions, les recommandations qui ont été faites. Donc, c'est eux qui décident finalement s'ils veulent faire quelque chose ou pas. Donc, voilà une des limitations du système de responsabilité interne. Alors, la véritable affaire sur la législation sur la santé et sécurité au Canada est que les comités d'orientation et de santé et sécurité au travail constituent l'outil le plus important pour exercer les droits des travailleurs. Donc, c'est un travail très, très difficile, mais l'implication du syndicat dans ces différents comités ont une importance capitale en ce qui concerne la direction que prend le travail de ce comité. Je suis sûr que certains d'entre vous dormiraient ce soir en disant « Ben, Andrea, tais-toi, parce que les systèmes de sécurité ne dépendent pas véritablement de nous. » Donc, vous pouvez voir sur la diapo ces personnes-là, les différentes couleurs. Ça, c'est l'avenir des comités de santé et sécurité au travail qui posent des questions, qui obtiennent les données et qui essayent de militer pour un véritable changement. Donc, pour les milliers de travailleurs au Canada qui se blessent au travail, il n'y a pas une seule juridiction qui pourrait suffisamment les protéger et il n'y a aucune des juridictions qui met vraiment les droits de ces travailleurs à travailler dans un milieu sécuritaire au-dessus des droits de l'employeur. Donc, ce qui se passe, c'est que... Ben, en fait, je vais continuer. Je vais continuer, je vais regarder mes notes. Donc, il y a énormément de facteurs qui limitent les employés dans la recherche, la défense de leurs droits. Par exemple, si vous connaissez la famille Irving du Nouveau-Brunswick, peut-être que vos grands-parents vous ont raconté cette histoire-là et ils vous ont dit, par exemple, à l'époque, ils disaient, ben, vous avez la chance d'avoir un travail aujourd'hui, donc taisez-vous, ne vous plaignez pas, allez au travail. Et puis mes cousins au Nouveau-Brunswick
ils avaient ce réflexe des fois quand on leur faisait des reproches au travail, ils disaient oui, Monsieur Irving, oui, je ne me plaindrai plus. Donc ça fait que les gens ont développé ce malaise à se plaindre lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Donc s'il y a des menaces de licenciement et tout cela, les gens prennent peur et ne pointent pas du doigt ces problèmes-là. Donc en fait, on devrait pouvoir analyser et dépasser cette étape-là et analyser ces différents dangers-là, sans quoi il y aurait toujours des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se plaindre. Donc, j'ai parlé du fait que le chômage est souvent utilisé, brandi comme une arme pour vous dissuader de vous plaindre. Donc, ça pourrait vraiment marcher dans des groupes vulnérables. Et j'aimerais prendre une seconde pour revenir à Célina qui parlait du fait qu'elle avait obtenu un travail et, au téléphone et puis qui arrivait, elle était toute impressionnée. Si vous étiez chez Lina, le premier mois, le premier jour, la première année, est-ce que vous serez à l'aise dans sa peau à vous plaindre d'un problème de santé-sécurité? Non, n'est-ce pas? Mais c'est notre rôle en tant que collègue, en tant que syndicaliste, de parler, de prendre les devants et de soulever ces différents problèmes-là. Mais nos juridictions, il y a des juridictions qui existent, par exemple en Australie, quelqu'un comme moi qui est un représentant santé-sécurité syndicaliste, je pourrais fermer un milieu de travail, je pourrais fermer donc moi je pourrais, Chris Passy pourrait faire la même chose en Australie, par exemple. Et 99 des ordres de travail en Australie sont soutenus parce qu'il y a une préoccupation sérieuse et que ce droit-là n'est pas abusé. Et si vous regardez, par exemple, le taux de fatalité dans les milieux de travail au Canada et par rapport à l'Australie, en Australie, c'est bien plus faible, tout simplement parce que les responsables comme nous autres pouvons justement mettre à l'arrêt un milieu de travail s'il y a vraiment un danger qui menace la vie des employés. Donc, c'est cette prise de conscience que nous devons continuer à faire des recommandations à l'employeur de changer certains de ces aspects qui posent un danger pour nous. Et puis, nous avons également de l'autre côté l'employeur qui mène son analyse de risque. Et je pense que lorsque vous avez une situation comme de l'eau qui se déverse au sol, et puis vous pouvez avoir l'employeur qui dit, OK, on va nettoyer cette eau. Mais s'il y a des problèmes plus complexes, par exemple, des fois, l'employeur peut traîner de long en large au point de paraître complètement ridicule. Oui, il y a souvent, est-ce que vous avez connu des situations comme ça où un problème assez banal va traîner pendant 1 ou 2 ans? Et des fois, c'est dû au fait que l'employeur mène une analyse de risque et il se pose la question quelles sont les chances que telle chose se produise. Mais ce que dit le code, c'est que s'il y a un danger, il faut l'enlever et rendre l'endroit sécuritaire. Mais le système de risque, c'est à quel point est-ce que je peux contourner les règles et éviter de dépenser de l'argent jusqu'à ce que je me fasse prendre. Donc, voilà l'analyse de l'employeur. Donc, maintenant, on va prendre le temps de parler un tout petit peu du Code du travail du Canada. Donc, voilà une partie de la présentation et j'ai vraiment de la peine pour certains d'entre nous. Sentez-vous libre de prendre des notes ou des images de ces diapos, mais cela vous montre comment le comité travaille. Donc, vous avez là l'article 135.1 qui n'est pas dans les règlements, mais dans le code plutôt, qui dit que les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement et vous donne également le régime de celui qui nomme les personnes. Voilà là un résumé des différentes responsabilités du comité. Le 124, c'est obligation des employés. 25, obligations spécifiques. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà regardé les obligations spécifiques? Levez la main si c'est vous. En tout cas, je ne vais pas mentir. Si j'étais à la place des interprètes, je serais déçu également. Je dirais, ben, vous devez lire. Donc, ce soir, quand vous rentrez à la maison, s'il vous plaît, allez-y dans la section 125. Regardez les obligations spécifiques. Comme ça, vous aurez plus d'informations. Donc, vous avez le droit de refuser du travail. Donc, vous avez tellement d'aspects consultés dans ce document. Donc, voilà ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, la santé-sécurité dans les systèmes de gestion de sécurité. Donc, pour ce qui est de la diapo, je vous explique. Honnêtement, voilà ce que nous avons dans un système de gestion de la sécurité. L'employeur crée quelque chose et puis vous dit, c'est bon, on a réglé le problème. Et puis vous regardez le grand... Donc, vous regardez, par exemple, vous ne savez pas, vous êtes le petit poisson, vous ne savez pas qu'il y a un gros poisson qui vous guette, et puis le poisson au milieu ne sait pas qu'il y a un plus gros poisson qui le guette également. Donc, vous vous rendez compte que, en réalité, le plus gros poisson, il se fiche pas mal de la sécurité des petits poissons, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement comment l'un des défis que posent souvent certains
système de gestion de sécurité. Donc, en fait, comme je vous dis, il y a des problèmes assez sérieux dans le monde du transport et puis je vais, et notamment dans le système ferroviaire. Et donc, à titre d'employeur, les compagnies aériennes n'ont jamais pleinement compris ni apprécié les droits des employés en matière de santé et sécurité, mais bien qu'ils aient été octroyés par le Parlement. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que nous avions une voix, parce que nous avions du pouvoir, on pouvait faire une différence. Et donc, finalement, nos amis de l'AFPC, vous savez, Stephen Harper est arrivé et ce que nous avons eu, c'est qu'en 2005, tout d'un coup, nous avons eu des coupes assez importantes aux travailleurs à Transport Canada et puis notre travail a été sous-traité à des entreprises privées. Et donc, qu'est-ce que l'employeur dit? Ils ont dit, ben, écoutez les amis, je sais ce qu'il y a de mieux pour vous. Je sais, et puis on va prendre soin de la situation, on va avoir de bonnes choses, vous allez pouvoir rentrer vos blessures dans ce système, on va garder la trace. Et donc, c'est un système de gestion de la sécurité. Donc, le gros poisson se soucie des petits poissons. C'est ce qu'on vous a fait croire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est finalement produit? Alors, pour commencer, l'employeur s'est caché derrière le système de gestion de ces incidents-là et des principes plutôt que de se fier au code et de tenir pour responsable les gestionnaires. Alors, l'histoire classique où on dit souvent que la gestion sait ce qu'il y a de mieux et que la gestion, la direction vous impose des solutions qui vont dans le sens de vous protéger. Donc, très souvent, quelqu'un vient de la haute direction et puis des fois, ils vous disent quelque chose et puis vous murmurez à votre ami, vous vous dites, mais d'où est-ce qu'ils nous sortent souvent ces personnes? C'est au cadre de l'entreprise. Donc, des fois, l'approche peut ne pas être vraiment focalisée sur le fait de réduire les dangers au milieu de travail, mais plutôt pour économiser les coûts. Donc, et des fois, il n'est pas juste question des travailleurs, mais c'est aussi des syndicats qui doivent également faire leur travail au sein de ces comités. Si vous avez un problème avec un employeur particulièrement difficile, vous pouvez appeler votre vice-président régional, comme mon ami Martin Maker, et vous pouvez également appeler à Lucette, vous pouvez parler à Teresa, vous pouvez parler à Lyra, à Dave, qui vont vraiment m'en vouloir parce que j'ai dit ça tantôt. Mais vous n'êtes pas seul à Lucette. Vous faites partie de la plus grande famille de l'AFPC. Vous avez Denis Saint-Jean, qui est également responsable de santé et sécurité. Et puis, je peux venir dans votre comité et donner une présentation. Nous pouvons venir avec des avocats. Nous pouvons présenter des avis juridiques. Nous avons vraiment des instruments, des armes, plusieurs cordes à notre arc pour régler les problèmes avec des employeurs aussi difficiles et également assister à ces rencontres de vos comités. Donc, aussi, il ne faut pas oublier que l'employeur est là avec nous. Donc, vous pouvez faire une recommandation et puis l'employeur vous dit jamais de la vie. Et puis, vous pourrez leur demander, mais que pensez-vous qu'on peut faire? Et puis, vous pourrez dire, mais en fait, on avait l'intention de régler le problème du toit l'année avant la fin de l'année. Et puis, ça pourrait régler le problème de l'eau qui se trouve au sol. Donc, à ce moment, vous avez fait plus de progrès que si vous avez été conflictuel et que vous avez permis à l'employeur de vous dire à chaque fois, nous savons ce qu'il y a de mieux pour vous. Il y a également un système de compte-rendu confidentiel dans le cadre de ces politiques. Alors, ce que cela signifie est que un employé va peut-être soumettre un rapport et puis l'employeur se retrouve à punir les employés qui n'ont pas fait la bonne chose. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été victime de mesures punitives parce que vous avez signalé quelque chose en ce qui concernait la santé et sécurité? Par exemple, si vous ne portez pas votre masque, vous recevez un rappel. C'est bien ça, hein? Non, par exemple, les gens peuvent commettre des erreurs. Personne n'est parfait. Alors, si les gens ont peur de se retrouver dans des situations difficiles, alors ils peuvent identifier ces problèmes-là parce que des fois, c'est ces dangers-là qui peuvent mener à la perte de vie. Donc, des fois, cette communication est importante, non pas une question d'envoyer des petits messages textes aux gens à titre de rappel. Donc, il faut justement des actions concrètes. Donc, des fois, vous n'avez pas juste à attendre que la gestion prenne des mesures. Donc, des fois, l'employeur va utiliser la matrice d'évaluation des risques et je les déteste pour ça. Et
ils vont le faire pour définir ce qu'ils considèrent comme étant un niveau de risque acceptable, de risque qu'on peut tolérer. Donc, un niveau de risque assez tolérable. Mais je le rappelle toujours, ce n'est pas ce que dit le Code de travail du Canada. Il dit tout simplement que s'il y a un risque, qu'on l'enlève, qu'on l'élimine pour rendre l'endroit sécuritaire. Donc, si on se base toujours sur un modèle d'évaluation des risques, c'est à ce moment que l'employeur se retrouve dans une situation où il a décidé si régler un danger en milieu de travail lui coûte plus cher ou tout simplement de faire perdurer la situation. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits incendies provoqués par la machine à café. Donc voilà un petit graphique intéressant pour vous. Et donc, je parlais du cas des compagnies aériennes et même TBS également, pour que eux ils gèrent le système eux-mêmes et en pensant qu'ils agissent dans nos meilleurs intérêts. Je pense que fondamentalement, le gros poisson ne s'occupe pas de votre sécurité. Donc, en réalité, ils se préoccuperont pas de votre sécurité dans l'immédiat. Donc, des fois, par exemple, regardez le cas des assistants sur les vols, des hôtesses de l'air et qui se brûlaient les mains avec une machine à café. Donc, il y avait des gens, par exemple, qui s'asseyaient sur ces vols, qui sentaient l'odeur de la fumée et qui se plaignaient, mais personne ne les écoutait. Donc, on a justement le Code du travail du Canada pour ça, et c'est pour ça que je pense que les systèmes de gestion de sécurité, pour moi, c'est une véritable farce. Et donc, je vais vous raconter une histoire triste. Une femme, Cathy Say, a été tuée dans un écrasement d'avion à Dryden, en Ontario. Ils ont fait une enquête, rédigé un rapport. Le rapport Dryden, c'est pas Ken Dryden, mais la ville de Dryden. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient en avion et elle était dans un siège de service situé dans la cuisine avant. Cathy est assise là. Elle avait une toute petite ceinture de sécurité comme ça, comme on avait dans les années 70. Maintenant, ça passe au-dessus de l'épaule. Alors, ils peuvent facilement, ils auraient pu attacher un autre morceau qui passe sur l'épaule. Ça ne serait pas aussi fort que ce qu'on a dans les voitures maintenant, mais ça aurait été mieux. Alors, ce morceau de tissu qui était là pour la garder là, ben, ça coûtait trop cher. Alors, seulement une ceinture à la taille. Alors, l'avion s'est écrasé. Cathy, une jeune travailleuse, vole vers l'avant et elle frappe sa voiture. Alors, Cathy n'est pas morte de l'écrasement d'avion. L'autopsie a démontré que ce n'était pas le cas. Donc, elle a survécu après l'écrasement. Donc, elle avait pu survivre. Mais elle n'a pas survécu parce qu'ils ne voulaient pas dépenser de l'argent sur la ceinture de sécurité appropriée. Alors, à ce moment-là, est-ce que Transport Canada a à dire peut-être qu'on ne devrait pas se servir des systèmes de gestion de la sécurité? Ben, bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, de façon globale, le système de gestion de la sécurité a créé d'énormes problèmes et est une source de conflits juridiques avec ces exploitants aériens. Comme je dis avant, je ne vais pas continuer à faire des blagues, mais partout. Alors, j'aime beaucoup ce dessin parce que c'est pas qu'il n'y a pas de sécurité dans le système de gestion de la sécurité, mais le casque de protection a des cracks, des failles. Donc, les données sur la sécurité disponibles selon la loi. Donc, les comités ont droit à toutes les informations qui vous aident à faire votre travail. Par exemple, des rapports de blessures, d'accidents, de la formation, ça c'est important. Informations sur l'entretien de l'équipement, vous pouvez l'obtenir. Si vous disent que vous ne pouvez pas l'obtenir, appelez-moi. Mais même si c'est la loi, ils gardent l'information pour eux dans ce système de gestion de la sécurité. Ils ne le donnent pas à nos gens. Comment est-ce qu'on est censé savoir si les travailleurs se brûlent les mains, s'ils ne nous disent pas? Alors ça, ils vont l'éliminer parce qu'ils savent clairement ce qui est bon pour nous. Ils le font parce qu'ils disent non, non, ça, c'est la sécurité en avion, pas la sécurité des travailleurs. Ben, personne ne va vérifier parce qu'on n'est pas au comité. Et donc, ça mine cette système de responsabilité interne dont on avait parlé plus tôt. Et encore plus,
On a des comités de santé et sécurité. Alors, tout ce système de gestion de la sécurité travaille dans ce coin-là et on a des représentants dans santé et sécurité, mais ils sont exclus du système de santé et sécurité. Peut-être qu'il y a des enquêtes qui ont lieu, on n'y participe pas, on n'a pas le droit. Et ces enquêtes de SGS menées par la direction, pensez-vous que c'est aussi exhaustif que les enquêtes qu'on a faites de façon conjointe? Bien sûr que non. Donc, ils mettent en œuvre des procédures. Alors, wow, c'est des procédures de sécurité de l'équipement, on doit faire des audits de sécurité. Ils ont un groupe particulier qui fait cela et nous, on en est exclus. Et ça va à l'encontre du code, à la sécurité, à notre bien-être et au bien-être de nos membres. Et voici où ça devient un peu curieux. J'aime bien cette image. C'est que soit on a un représentant syndical qui fait partie du comité du système de gestion de la sécurité. Et ça, c'est très difficile parce qu'il prend entendre de renseignements confidentiels et ils n'ont pas le droit de le partager. Ça, c'est difficile. Et les gens qui soulèvent des préoccupations en matière de sécurité travaillent peut-être dans un environnement punitif et font l'objet de discipline. Alors, voilà le choix. Soit vous siégez au comité et vous ne dites rien, et vous entendez des choses qui sont confidentielles, qui pourraient garder vos collègues au milieu de travail, vos confrères, vos consoeurs en sécurité. Mais vous ne pouvez pas en parler, ça c'est pas bon pour votre santé mentale, du côté d'un conflit moral. Ou vous écoutez et vous trichez, vous envoyez des informations au comité. Ben là, vous pourriez perdre votre emploi. Ou on ne siège pas au comité SGS et là, on ne sait rien. Les gens des TI, mon écran a fait quelque chose de curieux. A fait IMP, ça c'est le terme technique. Donc c'est un rôle très difficile pour un représentant en milieu de travail. Personne ne devrait être dans la position d'avoir à entendre de l'information confidentielle qu'on ne peut pas partager avec le syndicat ou on n'a pas de représentant au comité. C'est être entre l'arbre et l'écorce. Quelle que soit la situation, on est toujours pour les rapports qui sont non punitifs. Parce que s'il y a une possibilité que les gens seraient disciplinés, feraient l'objet de discipline, ils ne vont pas soulever les problèmes. Alors, il y a eu un article publié. Donc, j'ai des notes personnelles ici. Transport Canada a élaboré un document de principe avec le SFP sur des systèmes de gestion de la sécurité qui concordent avec le Code du travail du Canada. Est-ce qu'il y a moyen que les SGS ne vont pas à l'encontre de la loi, où les travailleurs obtiennent toute l'information dont ils ont besoin et les travailleurs ont le droit de faire des recommandations, d'avoir des réunions et participer aux enquêtes? Eh bien, devinez ce qui est arrivé à ce rapport. Ils n'ont rien fait. Et le rapport, pensez-vous qu'on peut le voir au site web du gouvernement? Non. Le rapport a disparu. Nous avons ce rapport et je l'enverrai à tous ceux qui aimeraient le voir. Je crois que ça démontre le fait que ça peut se faire. On peut avoir des systèmes de gestion de sécurité dans le code, mais personne ne s'intéresse à le faire. Alors, il faut se souvenir maintenant que s'il y a un système de gestion de la sécurité en existant, on doit utiliser le comité de santé et sécurité au travail aussi. On doit avoir un système parallèle dont on sert pour protéger nos membres et en faire une priorité. Bon, je parle toujours des exploitants aériens qui continuent à adopter des positions agressives sur la prépondérance du SGS. Vous savez que les grandes lignes aériennes sont les chouchous du Parti libéral, donc ils ont beaucoup de leur attention. Blague impossible à traduire. Alors, ils continuent à adopter des positions agressives en disant que les SGS sont très importants. Autrement, les avions vont s'écraser. Il y a des déraillements partout. Et je m'excuse s'ils nous disent que c'est la seule façon de fonctionner, mais c'est de la foutaise. Mais ils arrivent à le faire.
sans problème. Donc, il travaille très fort pour nous dire que le SGS fonctionne bien, mais on a des avocats qui nous disent autre chose. Alors ici, la partie 2 du Code du travail du Canada qui dit que malgré les autres lois fédérales, leur règlement, ça veut dire que la partie 2 du Code a préséance sur toutes les autres lois. Ça veut dire qu'on a un droit à avoir ces rapports. On a le droit de participation, on a le droit de faire toutes ces choses. 123. Donc, nonobstant, la présente partie s'applique à l'emploi dans le cadre d'une entreprise fédérale. Donc, cette idée que les avions vont s'écraser si on n'a pas de SGS, c'est pas acceptable. Là, je me répète, mais si une autre loi, un règlement, en cas d'incompatibilité entre une autre loi et un autre règlement, la partie 2 du Code aura toujours préséance. Le rapport que j'ai mentionné traite de comment le Code a préséance sur les règlements. C'est documenté très clairement du côté juridique. Alors, quand on doit traiter de conflits, Transport Canada et le programme du travail a dit que c'est le cas, que cette préséance existe. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Rien, absolument rien, absolument rien. Alors, les lois sont là pour nous, le droit à la participation, à la formation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vraiment assumer ce droit. Donc, je travaille toujours dans les lignes aériennes. Alors, le fait qu'on ignore cela, c'est tout à fait faux. Alors, il n'y a pas de problème à se servir d'un système de GS si ça fait partie de vos responsabilités. Mais il faut se servir des comités. Si on ne le fait pas, on fait du tort à nos membres, on fait du tort au système, on soutient cet aspect vraiment scandaleux qui est en dehors de la loi. Alors, vraiment, je vends ma sécurité à tout prix. J'abandonne de m'occuper. Alors, la vérité, c'est l'outil le plus important pour les droits pour exercer les droits de travailleurs, c'est le comité de santé et sécurité, nos agents de santé et sécurité. C'est vous tous qui avez un impact sur la santé et sécurité des travailleurs. Pas cette question que c'est l'entreprise qui sait le mieux quoi faire. On doit être là autour de la table pour faire des recommandations et pas d'adopter un système de gestion de la sécurité où l'employeur cache toutes sortes de choses, les blessures, n'offre pas de formation. Voilà la vérité, c'est ce qu'on doit faire. On doit se servir de notre pouvoir, on doit siéger à des comités, faire des recommandations et dire « Ah non, non, c'est papa, c'est toujours mieux ce qu'on a à faire ». Ça, c'est le système de gestion de la sécurité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Chris, est-ce qu'on a le temps pour des questions? Alors, plusieurs choses. En anglais, monsieur, une question en français, s'il vous plaît. Yeah, I'm happy to take any questions. Je serais heureuse de répondre aux questions. Je dois vous dire que ce n'était pas mon meilleur exposé. J'étais un peu déconcertée par la télévision et le fait que j'ai eu des problèmes avec les dispositifs. Alors, si je ne vous ai pas donné assez de détails parce que j'étais en train de briser l'équipement, n'hésitez pas à poser les questions. Ah, je vois des mains levées, mais je serais aussi heureuse d'entendre parler des expériences des gens ici présents avec les systèmes de gestion de la sécurité où ça n'a pas fonctionné, où vous avez remarqué le fait que nos comités de travailleurs sont bien supérieurs. Merci pour cet exposé. C'est vraiment une révélation pour moi. La question est, donc, il y a dans la majorité des systèmes de gestion de la sécurité où il y a des rapports hiérarchiques où on relève de quelqu'un. Donc, la majorité de ces systèmes de gestion de la sécurité ont une fonction de rapport direct et aussi une composante de changement de système. Et ça doit passer par un superviseur et c'est ça qu'on élimine normalement. Est-ce qu'on peut créer un système de gestion de la sécurité qui soit
créer de façon plus solide du côté de cette fonction-là. Alors, premièrement, il ne devrait pas y avoir de triage, de choses qu'on cache. Alors, moi, je veux que les choses soient efficaces. On ne peut pas aller à un comité et demander pour 500 choses. Il faut avoir les 5 plus importantes. Il faut agir de façon stratégique. Mais je ne crois pas qu'il devrait y avoir de triage. Et s'il y en a, alors faites référence au code, au fait que ça doit être des décisions de comité où on travaille ensemble. Pour chaque recommandation, si vous me demandez, Andrea, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je leur montrerai le code. Pour chaque recommandation doit être envoyée au comité de santé et sécurité. Je l'enverrai aussi au comité des principes, donc celles qui sont pertinentes selon le lieu. Mais ça serait ma première recommandation. Et en ce qui a trait au triage, ça, c'est le problème. Comment est-ce qu'ils vont décider ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas? Et ça m'inquiète beaucoup. Je crois qu'il pourrait y avoir un argument disant que s'il doit y avoir du triage, ça doit se faire de façon conjointe. Mais là, je m'inquiéterais quant aux informations confidentielles si on découvre quelque chose au sujet de nos collègues au syndicat et en ce qui a trait aux questions de discipline. Ça doit être un système non punitif, idéalement pas de triage. Chaque plainte devrait être envoyée au comité des principes et au comité pertinent. Et s'il y a du triage à faire, on veut y participer. Si l'employeur ne donne pas la permission, c'est la fonction de cette personne. On doit insister sur le fait qu'on doit tout savoir. Et si vous n'obtenez pas toute l'information, ça vaut la peine de faire une demande en vertu de 127. J'ai besoin de toute l'information en ce qui a trait au SGS. Ici, on leur montre dans le code si on peut le faire. Alors, essayez de le faire pour obtenir l'information. Mais je crois que l'enthousiasme de l'employeur quant à partager toute l'information est très minime. Normalement, il faut vraiment travailler fort pour leur soutirer. Chercher à obtenir un maximum d'informations. Et si vous n'avez pas le soutien de l'employeur, parlez à vos gens, à vos représentants pour qu'ils en parlent au niveau des comités. Mais voilà, participation des travailleurs, pas de triage, obtenez tous les renseignements nécessaires. Merci, c'était une excellente question. Alors, bonjour encore. Bonjour, Robert. Je vous ai vu il y a 3 semaines. Ouais, je ne vous avais pas vu depuis 3 ans. Malheureusement, je voulais annoncer quelque chose. C'est qu'il y a eu un accident avec fatalité à Marietta. À côté de nous, on se trouve à Canceloft. Donc, ils ont fermé l'entreprise pour 3 jours. Travail Canada était là. Et le 4e jour, ils ont repris les opérations. Ils ont fait une enquête. Alors, ils sont encore du côté des rapports. Les gens ne parlent pas de ce qui s'est passé, mais malheureusement, il y a un homme qui est décédé et ça fait vraiment mal au cœur. Moi, en tant que représentant, j'ai essayé d'expliquer aux gens que mon site est là, c'est essentiel de participer et de s'exprimer. Les conséquences ne sont pas importantes. Moi, je le fais depuis presque 9 ans. Ce n'est pas une tâche gratifiante, mais je réalise des progrès et je veux vous remercier pour avoir donné les conseils au fil des ans sur comment faire face à des situations difficiles. C'est tout. Alors, je voulais dire quelque chose. Robert a dit quelque chose de très important. Il est délégué syndical. Quand je te demandais s'il y avait des délégués, alors il y a seulement une personne, c'est vous et l'employeur. C'est vraiment difficile parce que quand on a un comité, il y a d'autres personnes qui sont là avec vous et ça vous donne plus de courage et ça vous donne cette force ensemble, comme le syndicat nous donne de la force. Et Charlene parlait d'inclusion, de faire pour que les gens se sentent inclus, qu'ils aient des sentiments d'appartenance. Alors, vous pouvez travailler avec vos consoeurs et confrères sur les santé de sécurité et leur donner votre soutien. C'est difficile d'aller voir un employeur tout seul et dire « ça, c'est inacceptable ». Je vois des gens qui vont, leur voix tremble et ils sont
vraiment de la difficulté à s'exprimer. Alors, ce qui est important, surtout, ce sont les délégués syndicaux. Même un appel pour leur demander comment ça va et leur dire, bon, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler. Et ça fonctionne du côté professionnel, question de santé et sécurité, mais aussi pour pouvoir se décharger parce que c'est difficile de continuer à faire pression sur l'employeur. Et même si vous travaillez à un comité de principe, souvenez-vous qu'il faut se donner un soutien réciproque, ce qui rend notre syndicat plus fort et ce qui nous donne un meilleur milieu de travail de côté santé et sécurité. Bonjour, Andrea. Je suis Yagosha et je suis très heureuse que vous ayez parlé de la commission Dryden. C'est de ce côté-là que j'ai commencé à travailler à Transport Canada. J'ai commencé à y travailler avec un agent de projet qui est responsable de la commission Dryden, la partie qui examinait en particulier les liquides contre la création de glace. La raison pour laquelle l'avion s'est écrasé du ciel, c'est parce que c'est arrivé comme ça. Parce qu'un avion, pour pouvoir se lever, pour avoir la fluidité aérodynamique, les ailerons en arrière doivent pouvoir se déplacer. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait de la pluie glacée qui a fait qu'il ne pouvait pas bouger. Alors, l'avion est littéralement tombé des cieux avec ça. Et donc, j'ai travaillé avec une équipe qui faisait de la recherche là-dessus. Et ils ont dit qu'ils ont été obligés, forcés à utiliser des systèmes de gestion de la sécurité. On a lutté très fort parce que ces SGS sont une fiction qui suppose que les lignes aériennes vont signaler des problèmes. Mais en fait, on sait très bien que toutes ces lignes aériennes et ces entreprises prennent des mesures punitives. C'est la façon la plus rapide de perdre son emploi. Et donc, notre groupe de recherche a lutté avec les secteurs du règlement de l'aviation civile de Transport Canada qui n'acceptaient pas le fait que les systèmes de gestion de sécurité sont une fiction. Voilà comment moi je suis arrivée à travailler à un comité de santé et sécurité après que j'arrive au syndicat. Je n'ai jamais vu de personne si perturbée au point où même où il tremblait parce qu'il savait combien de vies ont été perdues à cause de ça. Alors, merci d'en avoir parlé. C'est un sujet plein d'émotions pour moi. Je suis heureuse que ma carrière est allée dans cette direction. Alors, pour tous ceux qui font partie des comités de santé et sécurité, continuez à lutter parce qu'on en a vraiment besoin. Et il y a beaucoup d'informations que votre employeur ne vous révèle pas, ne va pas vous divulguer. Parce que des gens comme moi ne respectent pas ce genre de règles. Parce que si mes membres sont en question, leur sécurité est à risque, moi, je ne respecte pas ces règlements. Je vais divulguer de l'information. Continuez à lutter. Alors, je voulais vous remercier pour votre exposé. Parce que quand j'étais VPR et même aujourd'hui, la pire des choses que j'avais entendues de nos sections locales qui nous disaient qu'on a le SGS, et il y a beaucoup d'employeurs qui ont ignoré les comités de santé et sécurité au travail. Et c'est là notre arme la plus solide. Alors cet exposé il sera affiché au site web de l'UCTE. Est-ce que l'UCET, alors je ne sais pas si on vous l'a dit. Oui, oui, voilà pourquoi je suis si bien coiffée. Alors j'espère que tout le monde... vous avez appris que le code a préséance sur tous les autres règlements et sur le SGS. C'est ça votre arme la plus forte. Merci à tous. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui? Dave a fait signe que oui. Alors ça va. On peut s'envoler à 5 commentaires plutôt qu'une question. Mais une des choses qui est très importante, c'est qu'on commence sérieusement en tant que syndicat. Et là, je parle de la table de négociation, parce que je crois que c'est la seule façon de le faire. C'est pour que chaque groupe qui aille à la table commence à
faire de sorte que la protection des dénonciateurs soit intégrée aux conventions collectives. Je travaille pour Transport Canada depuis longtemps, avant qu'ils adoptent ce système de SGS. Transport Canada ne l'a pas adopté parce qu'ils pensaient que c'était une bonne idée. L'idée du SGS est une très bonne idée, mais quand on l'impose par règlement et on n'a pas les structures appropriées et de l'information sur l'aspect final que ça devrait prendre, ça ne va pas fonctionner. Mais ça a été fait parce qu'ils voulaient diminuer le nombre d'inspecteurs pour que l'industrie puisse s'auto-réguler. Ça fonctionne si bien. Ça, c'était leur philosophie de mise en œuvre du système de gestion de la sécurité dans les règlements sur l'aviation. Et en tant que personne qui travaille à TC depuis longtemps, un inspecteur aussi, on appelle ça le système de fumisterie. Et malheureusement, c'est vraiment une bonne façon de le décrire. Quand j'ai du personnel de l'industrie, personnel d'entretien pour les lignes aériennes qui sont venus voir en tant qu'inspecteurs pour parler les problèmes auxquels ils font face dans leur milieu de travail. En tant qu'employé de Transport Canada, je ne peux pas leur dire d'ignorer le système de gestion de la sécurité entièrement, mais je veux dire, voici la position officielle et si ça ne marche pas pour vous, voici ce que vous pouvez essayer de faire. Mais on leur a dit que le SGS compte le nombre de fois qu'une situation va avoir lieu. Alors, si vous avez le SGS en milieu de travail, c'est pas transport ne le fait pas. L'intègre pas, mais examiner le système, examiner la philosophie que ça doit représenter et faites des suggestions en tant que membre de comité pour le rendre ce que ça devrait être plutôt que ce que c'est. Merci. Alors, j'aimerais remercier tous les gens ici présents. C'est toujours un grand plaisir d'être avec l'UCET. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit là. Ça m'a fait penser à la consoeur qui est décédée, qu'il possédait déjà toutes les informations nécessaires pour regarder les gens en sécurité. Mais c'était une décision d'ordre économique. Et avant, les inspecteurs faisaient des inspections proactives. Nos membres, maintenant, cette illusion de sécurité avec un système complexe géré par les entreprises, cette fatalité était complètement aurait pu être prévenue. Et c'est à cause du grand poisson, c'est seulement les petits poissons qui savent comment ça fonctionne. La femme savait que ces ceintures de sécurité n'étaient pas sécuritaires, mais le gros poisson s'inquiétait seulement de ses propres préoccupations. Merci à tous.